Bonsoir à tous, bienvenue dans les experts du foot ce soir avec Grégory Campi. Bonsoir Greg. Bonsoir Christophe. Trois grands thèmes à parler des Bleus, de votre coup de cœur, votre coup de gueule à choisir tout à l'heure. Et puis bien sûr, on va débuter par l'AS Monaco. Inquiétant ou pas ces deux défaites à domicile en championnat? Il y a eu Paris Football Club, et surtout il y a eu Lens. C'est encore plus criant de vérité. Même à 10 contre 11, Monaco a sombré face à une équipe très courageuse et vaillante, bien sûr, du Racing Club de Lens. Inquiétant ou pas dans le championnat de France? Est-ce qu'on vise encore le podium, par exemple? Alors, avant de parler de podium, il faut déjà, d'après moi, arrêter l'hémorragie. Parce que samedi, ça a été clairement un naufrage collectif, aussi bien tactique que physique que technique. Pour le coup, j'ai l'habitude de voir le verre à moitié plein, mais là, pour le coup... il est vraiment vide? Ouais, là, il commence à être... voilà, il s'assèche. Mais après, je mets le naufrage collectif technique dû au naufrage collectif physique. Parce que je trouve que nos Monégasques finissent les matchs émoussés. Oui, parce qu'on a bien démarré, c'est vrai, on a bien démarré. Voilà, on commence bien, on a cette action avec Golovin. Golovin qui doit marquer ou passer le ballon, enfin, quelque chose. Après, des tribunes, on est toujours meilleur que quand on est sur le terrain. C'est fou, hein. Voilà, mais je trouve qu'on finit les matchs vraiment dans un état de forme pas terrible à chaque fois. Même avec 5 remplacements, vous le coach, quoi. Oui, je nous vois émoussés par rapport à d'autres équipes. Donc forcément, quand physiquement, on n'est pas au mieux, la technique s'en ressent. D'accord, je coupe tout de suite, mais je vais essayer de faire le garçon positif. Mais pendant la semaine, il y a eu un match de Ligue des Champions qu'il a fallu gagner, qu'on a gagné sur un terrain synthétique. D'accord. Le calendrier n'est pas top. Hein. On joue mercredi soir là-bas, il pleut, il y a du vent, il y a le voyage, et derrière, tu joues le samedi. Hein. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de turnover non plus. Dû aux blessures, dû à plein de choses. Mais un jour de plus, ça n'aurait pas fait la différence? Oui, mais ça, malheureusement, le calendrier tombe, la Fédé... Oui, la trêve internationale derrière, tu peux jouer dimanche. On ne va pas revenir sur ce que... J'aimerais bien. Oui, moi aussi, mais c'est un autre problème. Donc, effectivement, l'AS Monaco, techniquement très pauvre, dû à un aspect physique vraiment en dessous de la norme pour moi, pour un club de niveau de Ligue des Champions. Et tactiquement, pourquoi le naufrage collectif? Parce que là, pour le coup, je la mets sur le coach qui veut jouer contre Lens, où on sait très bien que les Lensois au milieu de terrain mettent une densité incroyable. Et tu joues avec deux attaquants. Ah oui, Bires Balogun d'entrée, c'est vrai. Exactement. Et si vous voyez la physionomie du match, c'est Balogun qui descend faire ce rôle de milieu de terrain, qui n'a absolument pas les capacités pour le faire, parce que Balogun est un joueur de profondeur. Là, tu enlèves Minamino, c'est sûr, donc tu joues avec un côté Golovin, le côté tu as Kliouche, oui. Effectivement, j'aurais préféré jouer avec un attaquant, densifier un petit peu ce milieu de terrain, surtout contre les Lensois. Les Lensois, au milieu de terrain, ça court, ça cavale. Il joue bien, en plus, il joue bien, attention, hein, c'est comme un match de tennis. Hein. Pour moi, clairement, samedi, ça a été clairement un naufrage technique, physique, tactique. C'est les rotations, c'est le fait d'avoir un milieu qui n'a pas été assez dense, j'ai compris, pas assez de grinta, comme vous le dites si bien à chaque fois. Et moi, cette défense commence à m'inquiéter quand même, que ce soit Kerrer, Salissou, Caio Henrique qui un coup joue en bas, un coup il remonte un peu d'un cran, c'est compliqué quand même. Ouais, mais moi, l'erreur de Kerrer, ok, il fait cette erreur. Non, mais ils ont tous fait des erreurs. Mais pour moi, si on prend le cas de Timo Kerrer, je l'ai vu émoussé avant cette erreur. Mais vraiment émoussé, il fait un sprint ou deux pour revenir, il revient très bien. Mais derrière, je vois qu'il a du mal à récupérer. Donc forcément, quand on a affaire à une équipe comme Lens qui vous met beaucoup de densité, et vous avez bien vu sur le but de Kerrer, ils sont 5-6 à venir nous presser. C'est voilà. T'as l'impression qu'il y en a toujours un de plus, même si on a joué en 11 contre 11 pendant quelques temps quand même. Donc là, il y a deux solutions. Soit le gardien allonge et on va essayer de gagner les deuxièmes ballons, et alors on part à la bagarre. Maintenant, est-ce qu'on a les armes pour aller à la bagarre contre une équipe comme Lens? J'en suis pas encore certain. Je les ai vus à Bodo, je les ai vus à Bodo Klimt, à Nantes. Ces armes-là. Il y avait l'esprit. Il y avait l'esprit, mais pas samedi. Pas contre le PFC, pas contre Lens. Donc forcément, on veut jouer. Et forcément... On a les joueurs pour, quand même. Alors, certes, Lens est une équipe du haut de tableau aujourd'hui, très bien structurée, autour du revenant, qui est au 20. Ça joue très bien avec Wesley Saïd qui marque. C'est sûr qu'à un moment, on aurait pu aussi tuer le match avec Golovin d'entrée. Ça changeait la physionomie, hein, avec ce ballon de Caio Henrique, comme ça part comme une passe laser. Oui, c'est sûr. Mais après, les occasions, il faut les mettre. Lens en face, on doit aussi, dans ces cas-là, on doit finir aussi à 6-7 buts contre nous aussi. Y a pas... Parce que là, le gardien fait une sortie à un moment avec une main. Exactement. Donc non, je pense réellement que le problème physique à Monaco est récurrent.
Alors je me dis que, oui, problème physique récurrent, je me dis qu'aussi avec le retour, là il y a la trêve, ça tombe bien. On a vu Zakaria jouer quelques minutes, ça veut dire que Pogba jouera peut-être contre Rennes, parce qu'après on a le PSG, on terminera au mois de décembre avec Marseille. Voilà. Ouais, il y a du monde quand même derrière. Là, mais est-ce que les 7 prochains matchs... Voilà, 7 prochains matchs d'ici la fin de l'année. Mais est-ce qu'avec des garçons qui vont être vigorés, un Pogba peut-être retrouvé, au moins au niveau de la Ligue 1, je ne demande pas plus pour l'instant de la part de Paul Pogba, est-ce qu'avec un Zakaria qui sera au top, est-ce que ça va changer quand même la physionomie de l'AS Monaco? Avant de juger l'entraîneur, hein. Mais moi, j'aurais aimé que Paul Pogba rentre dans cette équipe dans une atmosphère plus sereine. Voilà, avec top 3, top 4, la place de l'AS Monaco normalement. Oui, normalement. Mais aujourd'hui, force est de constater que non. Là, Pogba, il rentre un peu comme un sauveur. Alors déjà que lui-même n'est pas encore sûr de pouvoir tenir la cadence, parce qu'après 2 ans et demi d'absence, ça peut être compliqué. Pas faire 90 minutes d'entrée. Et je le conçois. Là, il rentre un peu comme un sauveur où les joueurs, peut-être le staff, peut-être même les supporters attendent Paul Pogba. Mais à un moment donné, Paul Pogba, après 2 ans de retour, j'aurais préféré le mettre dans de meilleures conditions. Maintenant, ça reste quand même un très grand champion. C'est un très bon footballeur, mais c'est aussi un très grand champion. Quand on a été champion du monde, on est un très grand champion. Il peut avoir les capacités mentales, physiques, techniques pour pouvoir porter un petit peu cette équipe et rassurer tout le monde. Ouais, s'il va aller jusqu'au bout de son envie et de son pari avec le coach Deschamps, parce qu'il veut quand même jouer la Coupe du Monde de foot. Mais au bout du bout, s'il vient à Monaco, c'est pour jouer la Coupe du Monde de foot. Mais j'y crois. J'y crois. Pourquoi pas? D'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a les armes pour pouvoir le faire. Après, c'est sûr que à chaque fois qu'il veut revenir, ça casse quelque part. Oui. On se pose aussi des questions. Mais s'il a la chance de pouvoir enchaîner les matchs, ça peut être quelqu'un qui peut taper à la porte de l'équipe de France. Parce qu'on imagine, on rêve, tiens, 2 minutes, je ferme les yeux, voilà, hop, Pogba, Zakaria au milieu. Ça a de la gueule. Voilà, ça a de la gueule. Maintenant, ni un ni l'autre sont à 100% physiquement. Zakaria, ça va passer. J'espère. Mais en tout cas, les deux, aujourd'hui, peuvent être des valeurs ajoutées à l'équipe. Mais j'aurais préféré les voir rentrer, surtout Pogba, dans des conditions beaucoup plus sereines. Beaucoup d'entre vous, devant votre poste, on a reçu pas mal de messages avec Greg Campi, se posent des questions, ligne par ligne. Parce que quand on voit devant un Balogun qui a toujours une saison compliquée avec Monaco, qui est pour l'instant notre meilleur atout, qui sort en plus, qui prend un carton rouge, Bires qui marque plus depuis la nuit des temps, les petits jeunes derrière, c'est pas encore ça. Et ligne par ligne, on a parlé du milieu de terrain, il y a un souci, quoi, jusqu'au gardien. Il y a un souci que pour moi cette équipe n'est. T'as pas une garantie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une équipe, on en a parlé sur les émissions précédentes, elle n'est pas fiable en termes de santé. Si vous regardez bien, on n'arrive jamais à aligner le 8, 9, 11 pareil. Et ça, c'est compliqué. Parce que Paris est devenu champion d'Europe avec la même équipe, par exemple. Hein, exactement. Donc, à un moment donné, est-ce que c'est un problème de recrutement? Les joueurs qu'on recrute, oui, c'est des bons joueurs, mais c'est des joueurs qui ont peut-être la moitié des matchs d'une saison. À un moment donné, une saison, c'est 34 matchs, plus la Coupe d'Europe, plus la Coupe de France. Il n'y a plus la Coupe de la Ligue, tant mieux. Mais aujourd'hui, peut-être que le problème de l'AS Monaco est là, la fiabilité. La fiabilité. Oui, mais tu peux l'avoir qu'avec un effectif au complet. Un effectif au complet. C'est sûr que si l'AS Monaco... Je prêche pour l'entraîneur, là. Hein. Si le coach a l'effectif de l'AS Monaco au complet, ne serait-ce que 80% de la saison, c'est pas la même. Mais aujourd'hui, on doit être capable de travailler avec les joueurs qu'on a. Les jeunes du centre de formation, on fait partie des meilleurs centres de formation français, voire d'Europe. Donc à un moment donné, il y a de quoi faire. Et là, pour le coup, moi, j'ai pas envie de sauver l'entraîneur par rapport à ça. Il doit être capable de son projet de jeu. Si on prend le cas de Luis Enrique, hier, Luis Enrique, il fait jouer... Avec Paris il fait jouer Zahir Emery, latéral droit, à la place d'Hakimi. Mais c'était exactement le même rôle et il lui a demandé la même chose. Alors que Zahir Emery n'est pas latéral droit. Oui, mais ça, souvent, les joueurs arrivent à se mettre au niveau quand même. Joan Bastos à Lyon, qui est un attaquant, qui a joué à Lille après, qui descendait. Hein. Mais je ne le vois pas l'AS Monaco pour le moment. Non, on a vu Caio Henrique un peu faire ça. Un peu. Voilà, donc c'est un problème de fiabilité au départ. Et puis là, c'est clairement, maintenant, je pense qu'on est tombé avec ces 2 défaites à la maison de confiance. Là va venir se greffer la confiance. Heureusement, le petit sourire, c'est le sourire de la semaine, c'est Bodo Glimt. On va jouer au Cercle Polaire et on revient avec 3 points. Alors, Bodo Glimt, ce que j'ai adoré, que j'entendais pas à l'AS Monaco depuis un moment, c'est le discours du coach qui dit on est l'AS Monaco, on doit mettre le costume parce qu'on est l'AS Monaco et qu'on est en Champions League, donc c'était normal qu'on ait le costume, mais en dessous du costume, on met le bleu de chauffe. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Ça vous plaît, ça, hein, coach? Ça, c'est quelque chose qui me plaît parce qu'à un moment donné, et ils l'ont montré aussi bien à Nantes, jamais facile d'aller gagner à la Beaujoire, et ils l'ont montré surtout au pôle Nord là-bas. Oui, il faut gagner là-bas, c'est un match compliqué. Ils ont fait un match, certes,
Oui, mais non, mais il fallait. Mais il y avait l'état d'esprit. S'ils avaient mis le même état d'esprit contre le PFC ou Louis II et contre Lens samedi dernier, t'en prends Oui, pas. à l'image du but marqué 4. par Monaco, quoi. C'est plein de puissance et on a envie. Exactement. Donc ma question est, pourquoi tu mets le bleu de chauffe en dessous du costume à Bodo et pourquoi tu l'enlèves au Louis II? Tu as la musique de la Ligue des Champions, tu as les rêves Je sais européens, pas, je que sais bientôt pas, il y aura le Real Madrid, il y aura la Juve, il y aura Galatasaray. C'est la question que je me pose. Ouais. Et j'ai pas la réponse. On porte plus le costume que le bleu de chauffe, j'ai bien compris. Juste pour conclure sur Monaco, mon cher Greg Campi, tiens, un truc qui va vous irriter. Notre meilleur gardien aujourd'hui, on l'a pas acheté quelque part un gardien il n'y a pas très Ouais, longtemps. alors là, là aussi, championnat d'Allemagne. il y a un problème. Il est absent depuis combien de temps? Bon, je pense un mois et demi. Depuis un mois et demi, et on le voit partir en sélection. Radeki. Radeki en sélection avec son pays. Je trouve la famille. Ouais, mais là, ça me gêne énormément. Ça aurait pu être mon coup de gueule, ça. Ah oui. Ouais. Coup de cœur, coup de gueule à venir avec Greg Campi tout à l'heure, bien sûr. Après avoir parlé de l'Est, Monaco, on espère un peu plus. Attention au programme qui arrive de Monaco. Après la trêve, ça va être très chaud. Ça va être compliqué. Ouais, on n'oublie pas. Hein. On joue à Rennes, on joue le PSG, on jouera à Marseille plus tard. Galatasaray. Pop, 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 pop. Ça va être quelque chose, la Ligue des Champions comme la Ligue 1. C'est à suivre, bien sûr, sur Monaco Info. On vient d'évoquer dans les experts du foot avec Grégory Campi la trêve internationale qui va faire du bien à certaines équipes. Après, il faut quand même pouvoir travailler des joueurs. Hein. Nous, on n'a qu'un joueur qui va en équipe de France A, j'allais dire. Le problème des clubs comme Magdes Monaco, Aguiouche, ouais. le problème c'est que le coach garde la moitié de l'effectif. Oui, enfin nous, on perd, oui, parce qu'il y en a un qui part aux États-Unis, l'autre qui part au Brésil. Oui, non, mais c'est sûr. Mais nous, on n'a qu'à Aguiouche en équipe de France parce que l'équipe de France joue sa qualification, pas l'oublier, cette semaine. Je pense qu'il leur le faut mondial. une victoire en 2 matchs. Oui. Ça me rappelle des mauvais Ah non, souvenirs. vous n'allez pas me faire Ginola, Ça me rappelle des Bulgarie. mauvais souvenirs, Christophe. Je crois qu'il nous faut une victoire pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Oui. Comme en 94, où il nous fallait un point. Israël, Bulgarie. Israël et Bulgarie. Et Kostadinov est passé par là. Donc, Bien. on va prendre match après match. On va Si vous voyez ce but encore, moi je l'ai encore dans la tête. Ça ne sert pas du poteau de corner, Ginola qui perd le ballon et ça revient de l'autre côté. Hein. Ensuite est arrivé les déclarations de Gérard Rouillet. L'entraîneur. C'est un meurtrier, c'est un crime. Non, franchement, c'est des mauvais souvenirs pour le football français. Ouais. Maintenant, voilà, il nous reste 2 matchs. J'espère qu'ils feront le travail sur le premier match pour pouvoir souffler le deuxième. Mais le prochain match, c'est jeudi donc, 13 novembre. Jour même, jour pour jour, 10 ans après les événements du Stade de France. C'est un truc, on a beaucoup parlé avec Bastia notamment, hein, après Furiani. C'est très compliqué quand même de jouer ce jour-là. On se souvient des Allemands qui étaient restés dans le vestiaire. Je ne sais pas ce que vous avez comme souvenir de ce match, mais 10 ans après, les événements du Bataclan du Stade de France. J'ai des souvenirs forts, puisque j'avais des amis aussi bien sur le terrain que dans la tribune, dont vous faisiez partie. Ouais, je commentais, oui. Vous faisiez partie, donc, et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, vous, par exemple, à quel moment vous comprenez que ça peut être dangereux? Alors, le moment où il y a la bombe qui explose au Stade de France, aux abords du Stade de France, c'est Patrice Evra qui sursaute. Oui. Et on pense que c'est une bombe agricole. C'est ce que je dis à l'antenne à l'époque. Et j'en ai entendu des bombes agricoles sur des Bastianis et autres, mais celle-ci, elle était très forte. Parce que sur le coup, je me dis, ça fait un peu partie du folklore, entre guillemets. Et petit à petit, moi, j'apprends dans les ordres, comme quand on travaille en télévision, en radio, on vous dit, ça fusille dans Paris, et on prend le Bataclan. Et là, oui, j'ai encore des frissons aujourd'hui. Je vais vous croire. Et surtout, vous n'en parlez pas parce qu'au Stade de France, c'est 80 000 personnes qui doivent sortir et il y a un accès qui est condamné, puisqu'on ne sait pas s'il y a d'autres, évidemment. S'il y a encore une fois d'autres personnes qui vont essayer de tenter quelque chose à ce moment-là. Donc c'est un climat qui est très anxiogène par la force des choses. Et le pire, c'est qu'on réagit bien au Stade de France parce que le speaker dit « sortez que par ce côté, il y a un problème sur la ligne ». Il trouve un subterfuge pour que tout le monde sorte en silence. Le seul problème, c'est qu'à un moment, il y a quelqu'un qui fait semblant, qui a l'info, qui fait semblant de dire qu'il y a évidemment des terroristes qui circulent autour du Stade de France, qu'il y a peut-être un mort. Et tout le monde revient dans le stade. Et là, franchement, j'ai eu très peur. C'est le moment où j'ai le plus peur, finalement, quand j'y repense 10 ans après. C'est de revoir cette foule qui revient n'importe où, comme ça, sur la pelouse du stade. Malheureusement, la date anniversaire tombe sur ce match-là. J'espère qu'ils vont rendre un bel hommage, un très bel hommage. Et malheureusement, ça fait partie de l'histoire. Oui, il y a d'autres histoires, on parlait de Furiani et autres, mais voilà, 13 novembre, ça fait tout le rôle de jouer le même jour à la même heure en plus. Hein. Pareil pour Furiani, bon, j'étais plus jeune, mais ça reste quand même, 5 mai. Comme on dit, on a les frissons. Bien sûr. Ça fait partie, malheureusement, des mauvais souvenirs. C'est un vrai débat. Je pense que Deschamps, d'ailleurs, l'a dit, il n'était pas très heureux de jouer je peux le comprendre. À cette date, malheureusement, tragiquement historique. On souhaite le meilleur à l'équipe de France pour la suite de la compétition. Bel hommage. Et à notre petit monégasque. Pour le 13 novembre, avec peut-être qu'il y a un Cliouche encore une fois sur la pelouse. J'espère. Ce jour-là. Monaco, l'équipe de France. Et pour conclure, ces experts du foot, monsieur Grégory Campi, attention, coup de cœur ou coup de gueule? Ah là, pour le coup, c'est un gros coup de gueule. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Allez-y. Moi, je pars du principe que quand on ne sait pas se servir de
d'un instrument. Ah, vous voulez parler de la VAR encore, l'arbitrage? Je pense qu'on est arrivé au maximum de la patience de tous les clubs. Quel exemple? Marseille? Alors, pour le coup, sur cette journée-là, j'en ai 5-6 des exemples. Oui, d'accord. Prenons le cas de Balogun. Oui, à Balogun. Oui, mais après, il y a une faute. Voilà. Le problème, c'est que... Non, mais il y a une faute. Après, on la juge, après, il y a le camion. Il y a... La main de Zavarni. Oui. PSG. Eh oui. L'Atalanta de Bergame. On est belle, c'est si on dirait du basket. Voilà, d'accord. Avec le but derrière. Moi, la Fédération française de football se met une balle dans le pied en voulant s'entêter à vouloir utiliser la VAR. Ils ne savent pas s'en servir. Monsieur Campi, il n'y a pas que nous. On va rester en France. Ils ne savent pas s'en servir. Ils ne savent pas s'en servir. Mais partout dans le monde. Et je prône, encore une fois, les paroles de Michel Platini. Ah oui, ça y est. Il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, où il disait, avec la caméra, vous allez tuer le football mondial. Et c'est ce qui est en train de se passer. Bah, vous nous tuez déjà le plaisir, c'est quand il y a un but et qu'il est refusé, c'est sûr que... Non, mais à un moment donné, orgasmique du but... Alors déjà, le footballeur n'est pas éduqué. Dans le sens où on n'est pas comme au rugby. Tu marques, tu fêtes. Voilà, tu marques, tu fêtes. Il y a une caméra, il y a une image comme au tennis. C'est comme ça, c'est pas autrement, on passe à autre chose. Là, vous voyez bien, il y a l'image, mais on arrive quand même, le footballeur, et moi le premier, j'étais comme ça aussi, on ne veut pas admettre et on continue. D'accord? Donc, mais il y a un moment, il y a un besoin de justice, Grégory Campi. Je me souviens d'Olas, quand il se fait voler sur un ballon qui est à peine rentré ou pas rentré, au moins il y a la goal line technologie, tu sais si le ballon il rentre. C'est la beauté du football. C'est la beauté du football. Ah ouais. Mais la triche, elle fait partie du football. Mais c'est pas de la triche. C'est rééquilibrer un peu les débats. Parce que déjà, le PSG, Marseille. On va dire que les clubs les plus riches en plus achètent les arbitres. Donc, vous voyez, on va revenir en arrière, quoi. Forcément, les petits clubs peuvent éventuellement gratter un peu. S'il y a un peu de rublardise dans tout ça. Vous savez combien de joueurs... Gattuso, prenons le cas de Gattuso. Oh, tiens, un exemple. Mais il n'aurait jamais fait la même carrière s'il y avait eu la caméra à l'époque de Gattuso, à mon époque. Et Maradona a marqué plus de buts. Mais clairement, je veux dire, à un moment donné... Mais à un moment donné, laissons le football faire ce qu'il doit faire. Vous ne pouvez pas faire l'apologie quand même de la faute... faute vicieuse, mais ça fait partie du foot. Moi, j'aime bien le joueur malin, Delionis. Combien de buts il a marqué en mettant un petit coup d'épaule au défenseur et marqué après? Il aurait pas mis un but à la limite. Thierry Henry qui passe la main, parce qu'on a oublié que c'est pas Thierry Henry qui marque le but. Exactement. Mais c'est William Gallas qui marque derrière sur une passe de Thierry Henry. Mais moi, ça me plaît. Voilà, ça me plaît. À un moment donné. Vous dites ça aux enfants en tant qu'éducateur? Mais alors. Ah, le coup de boule de Zizou, c'est bien aussi. Alors, est-ce que. Non, mais voyez ce que je veux dire. Non, mais ça, c'est différent, Christophe. Non, mais là, c'est différent. Là, vous allez me chercher sur des trucs. Non, là, c'est complètement différent. Parce que c'est la première exclusion due à la télévision, parce que l'arbitre de champ ne le voit pas. On parle de fait de jeu, et vous me parlez d'un coup de tête de Zinedine Zidane. D'accord. Au même titre que je ne vais pas concevoir le tacle d'Eric Cantona en Angleterre dans la tribune. Voilà, d'accord. Mais aujourd'hui, je vais vous poser une question. Est-ce qu'avec la caméra, ça a changé quelque chose? La nouvelle caméra, là, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Vous voulez dire la VAR ou la nouvelle caméra? La VAR. La VAR, ça rétablit de temps en temps sur une ligne de hors-jeu, sur une main dans la surface. On a eu un pénalty généreux l'autre jour aussi pour Balogun. Donc oui, mais peut-être, mais non. Moi, c'est oui ou non. Ça marche ou ça marche pas. Si ça marche, c'est pas rétrograde. Je n'en ai pas non, si ça marche, c'est comme au rugby. Ça marche, stop. Il n'y a pas de débat. Dans le football, ça marche à moitié. Ça marche, mais toujours. Donc on n'a qu'à l'enlever. Et basta, c'est tout. L'arbitre se trompe sur un jugement, ben, il s'est trompé. Au même titre qu'un joueur peut se tromper. Vous êtes un doux rêveur, un romantique. Oui, oui, c'est votre vie, c'est comme ça, monsieur Campi. Je sais bien. Vous auriez pu faire un coup de cœur sur la nouvelle vidéo quand même sur les arbitres. Avec de nouvelles images. Le seul avantage. Pour ceux qui nous filment aujourd'hui. Le seul avantage de ça, c'est que les arbitres ne peuvent plus chambrer les joueurs. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on va dire ce qui est. Les arbitres. Vous parlez de Monsieur Vessière, c'est ça? Je parle de qui vous voulez. Les arbitres peuvent aussi manquer de respect aux joueurs et chambrer. Là, on l'entend plus. Je l'ai vécu. Alors moi, je tombais toujours dans le panneau, bien évidemment. Voilà. Mais voilà, le seul avantage de cette caméra-là, elle a un nom cette caméra? La RevCam, un truc comme ça. La RevCam, très bien. Celle-là, à la limite, je veux bien qu'elle existe. Mais pas la VAR, ils savent pas s'en servir. Après, ça fait des plans différents en télévision. Voilà. C'est sympa. On innove. Pour la télévision, c'est super. Mais arrêtons la VAR. Arrêtons la VAR. C'est le cri. C'est mon coup de gueule. C'est mon coup de gueule. Lire son courroux aujourd'hui. Exactement. De Grégory Campi dans les experts du foot. Merci de nous suivre. En tout cas, vous pouvez retrouver l'émission quand vous le souhaitez sur nos réseaux sociaux. Et puis en plus, vous pouvez retrouver, attention, cette semaine, ça démarre, Grégory Campi en podcast. Le podcast Monaco Info avec Geneviève Berti. Je suis un peu plus calme du coup. Ouais. Là, vous étiez bien, là. Vous étiez chaud. C'est ça aussi, c'est l'ambiance experts du foot. Merci de nous suivre à chaque fois, bien sûr, tous les 15 jours. La semaine prochaine, ce sera basket. Bonne fin de soirée.